L'histoire commence par un nom catégorique, venu de tout le Japon. Nous sommes en 1955. Soichiro Honda, le patron de l'entreprise qui porte son nom, convoque ses équipes et annonce l'impensable. Il va se lancer dans l'automobile. La réaction est immédiate. C'est de la folie. Les journaux, les commentateurs automobiles et même certains de ses proches lui disent qu'il va droit dans le mur. Le gouvernement japonais est encore plus direct. Il le met en garde, officiellement. Restez en dehors du secteur automobile. L'argument des autorités est simple. Le Japon a déjà ses champions, Nissan et Toyota, qui se partagent un marché national féroce. Honda, de son côté, est déjà le plus grand fabricant de motos au monde. Pourquoi risquer une faillite certaine en allant défier des géants sur leur propre terrain? Mais Soichiro Honda refuse d'obéir. Ce n'est pas la première fois qu'on lui dit que son idée est impossible. Face aux menaces du gouvernement, sa réponse est cinglante. Il refuse l'idée d'une industrie protégée par l'État. Pour lui, la compétition technologique doit se faire par des moyens technologiques. Il déclare « Les bons produits ne connaissent pas de frontières nationales. Dire qu'on est le meilleur ne veut rien dire si on ne se compare qu'au reste du Japon. » En clair, il ne se contentera pas de dominer son pays. Il vise le monde. Malgré les menaces, Soichiro Honda passe à l'action. Il lance le projet automobile. Le pari est total. S'il échoue, tout peut s'effondrer. Honda, l'entreprise, et Honda, l'homme. Mais il va quand même le faire. Car derrière l'industriel se cache une obsession qui remonte à l'enfance. Depuis qu'il a 8 ans, Soichiro Honda n'a qu'un seul rêve, construire une voiture. Et personne, pas même le gouvernement de son propre pays, n'allait l'en empêcher. Au moment où il défie le gouvernement japonais, Soichiro Honda est déjà l'un des hommes les plus riches et influents du pays. Mais il n'a pas commencé au sommet. Il n'a pas grandi entouré de capitaux ou de diplômes. Au départ, Soichiro Honda, c'est juste un enfant pauvre avec une obsession. Il naît le 17 novembre 1906 à Hamamatsu. Son père, Gei Honda, est le forgeron du village et tient un modeste atelier de réparation de vélos. Sa mère tisse à la maison pour aider la famille. L'argent manque, à tel point que ce n'est plus de la pauvreté, c'est une lutte pour la survie. Soichiro verra 5 de ses frères et sœurs mourir en bas âge, victimes de la malnutrition et des maladies. Ceux qui survivent sont élevés dans une discipline de fer. On n'a pas de confort, mais on doit tenir. C'est cette expérience qui forgera sa conviction profonde. Plus tard, il expliquera « Il n'est pas nécessaire de naître noble ou riche pour réussir dans la vie. Il existe d'autres qualités, le courage, la persévérance et la capacité de rêver. » Et Soichiro rêve déjà. Il est obsédé par les machines, par tout ce qui roule, tourne et fait du bruit. Cette obsession va basculer à cause d'un son. Un jour, alors qu'il a 8 ans, il entend un vrombissement inconnu dans la rue. Intrigué, il court vers le bruit et tombe nez à nez avec elle. Une voiture. C'est la première fois qu'il en voit une. Il est fasciné. Mais plus encore, il est frustré. Il n'arrive pas à comprendre comment cette lourde machine peut avancer toute seule. Cette question le hante. Après ça, il passe chaque minute de libre dans l'atelier de son père, les mains dans la graisse, à assembler des bicyclettes. C'est sa véritable école. Son père, lui, rêve de voir son fils aller plus loin. Il est fier de son habileté manuelle, mais il ne veut pas qu'il finisse simple ouvrier de village. Il se bat pour qu'il aille à l'école, pour qu'il ait un diplôme. Problème, Soichiro déteste l'école. Il trouve ça inutile. Ses camarades le surnomment la belette au nez noir, parce que son visage est toujours couvert de suie et d'huile. Lui s'en fiche. Pour lui, un diplôme ne vaut pas plus qu'un ticket de cinéma. Au fond, il sait déjà qu'il ne finira pas le parcours scolaire classique. Il n'attend qu'une seule chose, une porte de sortie. Et cette porte est sur le point de s'ouvrir. Être le fils d'un forgeron pauvre, avoir de mauvaises notes et quitter l'école très tôt, ce n'est pas le profil idéal pour réussir dans la vie. Et pourtant, c'était la situation de Soichiro Honda. La porte de sortie qu'il attendait s'ouvre en 1922. Il tombe sur une annonce dans le journal. Une société basée à Tokyo, Art Shokai, cherche des mécaniciens capables de réparer des motos, des automobiles et des moteurs. Problème, Soichiro n'a officiellement aucune de ces compétences. Mais il comprend que pour réaliser son rêve, devenir ingénieur automobile et construire sa propre voiture, il doit apprendre en démontant de vraies voitures, pas en lisant des livres.
Alors, il tente l'impensable. Il écrit une lettre à Art Shokai pour demander le poste. Il n'a ni expérience, ni expertise. Mais dans cette lettre, il explique en détail pourquoi ils doivent l'embaucher, ce qu'il peut leur apporter et comment il compte devenir un atout pour l'entreprise. Sa lettre est tellement audacieuse et convaincante que l'entreprise accepte de lui donner sa chance. À l'âge de 15 ans, Soichiro Honda quitte son village et part seul pour Tokyo. Mais à son arrivée, c'est la douche froide. L'excitation retombe brutalement. La ville est immense, rapide, agressive. Le rythme le dépasse. Et surtout, on ne le laisse pas toucher aux voitures. Au lieu de travailler sur des moteurs comme il l'espérait, on lui confie les tâches les plus ingrates. Rien de glorieux, rien de technique. Il balaye l'atelier, nettoie les outils. Ce sont des corvées. Pendant des mois, il est l'homme à tout faire, à peine autorisé à regarder les vrais mécaniciens travailler. Mais Honda ne se plaint pas. Il encaisse. Il fait tout ce qu'on lui demande, sans discuter, en attendant qu'un jour, quelqu'un remarque sa détermination. Et ce jour arrive. Son patron, Yuzo Sakakibara, finit par repérer le potentiel de ce gamin de 16 ans et le prend sous son aile. Avec Sakakibara, Soichiro apprend deux choses à la fois, la mécanique pure et la gestion d'un business. Il n'apprend pas seulement à réparer, il apprend à gérer. Très vite, son talent devient évident. Son apprentissage est si intense, en travaillant sur de vraies machines dans des conditions réelles, qu'il acquiert une maîtrise concrète de la soudure ou de la forge. Les ingénieurs qui n'avaient étudié que la théorie sur papier ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec lui. Ce qui impressionne encore plus que son habileté, c'est son obsession. En parlant de cette période, Soichiro dira « Je ne laissais personne briser ma concentration. Même la faim ne pouvait pas me distraire. » Cette attitude extrême lui vaut un privilège inédit. Il devient le premier et le seul apprenti d'Art Shokai, à qui l'on confie l'ouverture d'une succursale. Au départ, c'est un atelier tenu par une seule personne. Quelques années plus tard, cette succursale emploie 30 personnes sous sa direction. Honda travaille sans limite. S'il faut faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on le fait. C'est une éthique qu'il tient de son père forgeron. Quand quelque chose doit être fait, tu le fais. Mais après des années à diriger sa succursale, il commence à se lasser de ne faire que de la réparation. Il veut créer, il veut fabriquer ses propres pièces. Il propose alors aux actionnaires d'Art Shokai de lancer la production de pistons. Les actionnaires refusent. On lui dit non. Soichiro ne s'arrête pas là. S'il ne peut pas le faire avec eux, il le fera seul. Il fonde sa propre société, Tokai Precision Machine Company. L'idée est simple mais incroyablement ambitieuse. Produire des pièces automobiles, en particulier des segments de pistons, et les vendre au géant Toyota. Il lance ce qu'il appelle un centre de recherche. Mais la réalité est moins glorieuse. La journée, il gère son atelier de réparation. La nuit, il expérimente sur les pistons. Il dort très peu et investit tout son argent personnel dans le projet. Mais les résultats ne viennent pas. Pendant plus d'un an, il s'acharne, échoue et recommence, sans jamais obtenir le résultat voulu. Il doit finir par l'admettre. Son obsession et ses connaissances empiriques ne suffisent pas. Il lui manque des connaissances techniques fondamentales. Alors, Soichiro Honda, l'homme qui détestait l'école et se moquait des diplômes, est obligé de faire ce qu'il s'était juré de ne jamais faire, retourner étudier. Il s'inscrit en cours du soir à l'Institut industriel de Hamamatsu pour se former en métallurgie. À propos de cette période, il dira « La seule chose qui m'intéressait, c'était d'acquérir le plus vite possible les connaissances qui me manquaient. » Il méprisait la théorie, mais il est prêt à renier ses propres principes si c'est le prix à payer pour progresser. Ce pari finit par payer. En 1939, il réalise enfin une percée technique. Toyota le contacte pour produire des pistons. Fier, il en soumet une première série de 50. Sur les 50, seulement 3 passent les tests de qualité de Toyota. Le résultat est une humiliation. Il est déçu, gêné. Mais il ne lâche toujours pas. Au lieu d'abandonner, il repart sur la route. Pendant 3 ans, il traverse le pays, visite des universités et des aciéries pour renforcer encore ses connaissances. Il résumera cette période avec une phrase devenue célèbre. « Le succès représente 1% de votre travail. Les 99% restants, on les appelle l'échec. » Cette fois, c'est la bonne. Ces pistons sont si performants que Toyota devient un client régulier. D'autres constructeurs l'appellent.
L'entreprise de Honda grossit et emploie bientôt plus de 2000 personnes. Il a enfin réussi. Et c'est là que tout s'effondre. La Seconde Guerre mondiale éclate. Les bombardements détruisent la majeure partie de ce qu'il a construit. Ruiné, il est forcé de vendre ce qui reste de sa société. Après la guerre, vidé, il prend une année de pause. Puis il revient, avec une idée qui, cette fois, va changer l'histoire industrielle du monde. Le travail, le talent et la détermination ont permis à Honda de construire sa première entreprise. Mais ce qui allait devenir Honda Motor reposait sur un principe bien plus fondamental: trouver un problème réel et vendre la solution. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en ruine. L'essence est devenue de l'or. Les voitures sont rares. Pour 9 habitants sur 10, la priorité est de se nourrir et se loger. Se déplacer d'une ville à l'autre est un luxe. C'est dans ce chaos que Soichiro Honda tombe un jour sur un moteur de générateur abandonné. Il le regarde et comprend immédiatement le potentiel. S'il fixe ce petit moteur sur un vélo, il peut créer un moyen de transport abordable pour tous. Cette idée va donner naissance à Honda. Mais il n'est pas le seul à y penser. Après la guerre, beaucoup d'autres tentent de créer des véhicules bon marché. Le problème, c'est que l'économie est si fragile que la plupart de ces projets meurent financièrement avant d'aboutir. Les petites sociétés font faillite les unes après les autres. Honda lui-même se heurte au même mur. Il fabrique sa première petite moto motorisée. Immédiatement, ses amis lui en demandent une, puis d'autres. Très vite, il se retrouve à court de moteurs et surtout à court d'argent. Il lui faut des fonds pour produire ses propres moteurs en série. Mais dans un pays ruiné, trouver un investisseur est impossible. Beaucoup auraient arrêté là. Lui fait autre chose. Il prend du papier et rédige une lettre, puis une autre. Au total, il écrit 18 000 courriers personnels à des propriétaires de magasins de vélos, partout dans le pays. Il leur présente son projet, non pas comme une simple moto, mais comme un moyen de reconstruire la mobilité du Japon. À cette époque, il n'y a pas d'email. Il s'agit de 18 000 lettres, écrites et envoyées, une par une. Sur ces 18 000, 3 000 lui répondent. Ils lui envoient ce qu'ils peuvent, parfois pas grand-chose, mais c'est assez pour lancer la machine. Avec cet argent, il peut enfin produire. Mais l'argent n'est qu'une partie de l'équation. Soichiro Honda ne veut pas seulement faire des motos moins chères, il veut faire les meilleures. Il a compris une règle absolue: les gens veulent de la qualité. Si un client sent qu'il peut obtenir mieux ailleurs, il ira ailleurs. Il dira plus tard: si vous fabriquez un produit supérieur, les gens l'achèteront. C'est avec cette exigence qu'il lance, en 1949, la D-Type. Surnommée la Dream, le rêve. C'est la première moto Honda complète, produite entièrement en interne et à l'échelle industrielle. À ce moment-là, la plupart de ses concurrents peinent encore à fabriquer des motos complètes en série. La Dream devient un best-seller et propulse Honda au premier plan. Mais fabriquer un produit supérieur demande un niveau d'exigence extrême. Honda recrute les meilleurs ingénieurs qu'il peut trouver, et quand il n'est pas satisfait de la qualité d'une pièce, il explose littéralement. Ses employés racontent qu'il pouvait hurler, jeter des objets, tout arrêter. Ce n'est pas du théâtre, c'est une obsession pour la précision. Cette obsession pour la précision a deux objectifs stratégiques. D'abord, Soichiro Honda veut que les pièces puissent être produites en masse par des ouvriers qui ne sont pas des maîtres artisans. C'est la clé de l'industrialisation. Ensuite, il veut que n'importe quel mécanicien, n'importe où dans le monde, puisse remplacer une pièce aussi facilement qu'elle a été montée à l'usine. Pas besoin d'un expert rare pour entretenir une Honda. Le résultat est un argument commercial massif. Quand vous achetez une moto Honda, vous achetez la fiabilité, la simplicité de réparation et un suivi garanti. C'est cette stratégie qui lui permet de quitter le Japon. En 1959, il ouvre sa première concession aux États-Unis, à Los Angeles, avec seulement 6 employés. 4 ans plus tard, en 1963, Honda est la marque de moto la plus vendue du pays. La montée en puissance est vertigineuse. En 1961, l'entreprise fabrique 100 000 motos par mois. En 1968, elle vend son millionième exemplaire aux USA. Au milieu des années 80, Soichiro Honda contrôle 60% du marché mondial de la moto. Mais ce succès ne repose pas que sur des motos fiables et abordables. Il repose sur l'apprentissage permanent. L'époque où il se battait sur les segments de piston l'a marqué. Il a compris qu'une entreprise ne survit que si elle progresse techniquement plus vite que les autres. Il crée donc le Honda Research Center, un pôle R&D dont le but est clair:
transformer la curiosité technique en avantage commercial et garder une longueur d'avance. Mais apprendre de soi-même ne suffit pas. Soichiro veut apprendre de ses concurrents en les affrontant. En 1954, alors que son entreprise est en pleine crise financière, il annonce à ses équipes qu'ils vont participer au Tourist Trophy de l'île de Man, la course de moto la plus dangereuse et prestigieuse au monde. Ses employés sont sous le choc. L'entreprise est proche de la faillite. Ce n'est pas le moment d'aller jouer les héros. Mais pour Soichiro, c'est exactement le moment. Il leur dit, quand l'avenir d'une entreprise devient flou, il faut donner un objectif clair et presque impossible à atteindre. Quand la presse lui demande pourquoi il risque tout, il répond simplement « Si Honda ne court pas, il n'y a pas de Honda ». Il fera exactement la même chose avec la Formule 1. Il y inscrit Honda juste après être entré sur le marché automobile, défiant à nouveau le gouvernement qui lui avait dit de rester dans la moto. À chaque fois, la réaction est la même. « C'est impossible. Vous êtes trop petit. » À chaque fois, Soichiro pousse ses ingénieurs à traiter l'échec comme un coût normal de l'apprentissage. Les technologies extrêmes développées pour la course deviennent ensuite des atouts industriels pour les motos et les voitures de série. Honda n'est plus seulement un fabricant de 2 roues. C'est en train de devenir une marque mondiale. Personne ne doute que Soichiro Honda a mis la marque sur la carte mondiale. Mais l'histoire d'une société de cette taille n'est jamais l'histoire d'un seul homme. Dans les entreprises qui dominent le monde, il y a presque toujours 2 forces, celle qui porte la vision et celle qui la structure pour qu'elle tienne économiquement. Chez Apple, Steve Jobs portait l'ambition, tandis que Steve Wozniak faisait des miracles techniques. Quand Ford a voulu battre Ferrari au Mans, Henry Ford fixait l'objectif et Carroll Shelby transformait cette obsession en victoire. Chez Honda, cette deuxième force s'appelle Takeo Fujisawa. C'est lui qui, dans l'ombre, a fait passer Honda du statut de fabricant japonais à celui de géant mondial. Le partage des rôles était clair et absolu. Soichiro Honda gérait l'ingénierie, le développement produit et l'image publique. Fujisawa gérait l'argent, la stratégie commerciale et la stabilité financière. Soichiro le reconnaîtra lui-même. Si j'avais dû diriger ma société tout seul, j'aurais très vite fait faillite. Les 2 hommes étaient l'inverse l'un de l'autre, physiquement et mentalement. Mais c'est ce contraste qui les rendait efficaces. Ils se respectaient et chacun connaissait la limite de son rôle. Un épisode illustre parfaitement cette dynamique. L'entreprise s'apprête à développer sa technologie la plus déterminante, les moteurs de voiture. Soichiro, l'ingénieur passionné, veut absolument des moteurs refroidis par air. Il en est convaincu. Fujisawa, le stratège, soutenu par les ingénieurs, défend le refroidissement par eau, bien plus standard. Le débat s'envenime, personne ne lâche. Soichiro campe sur ses positions. C'est là que Fujisawa force la décision. Un soir, au dîner, il regarde Soichiro et lui dit « Tu as 2 options. Soit tu restes président de l'entreprise, soit tu rejoins tes ingénieurs à l'usine. Je pense que tu devrais choisir maintenant. » C'est brutal. Soichiro est furieux d'être mis devant ce choix, mais il comprend le message. Il choisit de rester président. Et une fois la décision prise, il accepte de laisser les ingénieurs développer les moteurs refroidis par eau. Pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un coup de force, mais d'une protection de l'entreprise, Fujisawa ajoute « Honda-san, je veux que tu saches que le jour où tu partiras, je partirai aussi. » Il n'est pas là pour prendre le pouvoir. Il est là pour protéger l'entreprise de la passion, parfois aveugle, de son fondateur. Cette vision partagée entre Honda et Fujisawa va au-delà de la simple gestion. Elle concerne l'avenir même de l'entreprise. Les 2 hommes prennent une décision radicale pour l'époque au Japon. Ils refusent de transmettre l'entreprise à leur fils ou à des membres de leur famille. Pour eux, hériter d'un nom ne garantit pas la compétence. Soichiro le formule ainsi. Peu importe à quel point le fondateur est exceptionnel, rien ne garantit que son fils aura les mêmes capacités. La direction doit revenir à une personne qui a de vraies qualités de leader. Cette façon de penser annonce une rupture encore plus profonde. La manière de gérer l'entreprise de l'intérieur. Soichiro Honda ne ressemblait en rien au patron japonais classique des années 50. Là où les dirigeants restaient dans l'ombre, lui allait vers la presse. Il était direct, bavard et n'hésitait pas à se salir les mains en compétition. Il s'habillait sans chercher à afficher son statut et tenait à rester indépendant des cercles d'affaires traditionnels. Il va formaliser cette attitude anticonformiste dans une culture maison, le Honda Way. Cette culture ne copie pas les traditions managériales japonaises.
Elle repose sur l'initiative personnelle et une relation directe entre ceux qui conçoivent et ceux qui dirigent. L'idée est simple. La personne qui a les mains dans la machine doit pouvoir parler à la personne qui prend les décisions sans filtre. Cette culture est restée. Un exemple marquant, bien après le départ de Soichiro, l'un de ses successeurs a décidé de déplacer les bureaux de la direction. Au lieu d'isoler les cadres dirigeants tout en haut de l'immeuble, il a fait descendre le bureau exécutif au milieu du bâtiment. Le message était clair, pas de tour d'ivoire, pas de distance symbolique entre les cols blancs et les autres. Tout ce que Soichiro a construit convergeait vers un but, faire de Honda l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Au début des années 80, Honda est déjà le 3e constructeur du Japon. À la fin de la décennie, Honda devient le 3e constructeur automobile mondial. Soichiro Honda n'avait pas seulement révolutionné l'industrie de la moto, il venait en plus de transformer la manière de diriger une entreprise au Japon. À la fin, tout revient à une chose simple. Soichiro Honda savait ce qu'il voulait dès l'enfance, et il a passé sa vie entière à rendre ce désir réel. Il n'a jamais cédé, et il n'a jamais laissé personne lui dire jusqu'où il avait le droit d'aller. Il n'a pas grandi riche, il a vu la misère, il a quitté l'école, on s'est moqué de lui. Il a échoué techniquement, publiquement, durement. Il a vu son usine détruite par la guerre et a été forcé de vendre sa première société. Et pourtant, il a recommencé. Pour lui, la clé n'était pas le talent au sens romantique. La clé, c'était le travail répété et le refus d'arrêter quand on échoue. Il l'a dit lui-même. Beaucoup de gens rêvent de réussir. Je pense que la réussite ne peut être atteinte qu'à travers l'échec répété et l'auto-analyse. Le succès, c'est seulement 1% de votre travail. Les 99% restants, c'est ce qu'on appelle franchir des obstacles avec audace. C'est cette philosophie qu'il a injectée dans l'ADN de son entreprise. Il a conçu Honda pour qu'elle garde cette agressivité technologique, cette obsession du produit, même après son départ. Il n'a pas créé une structure qui dépend d'un nom. Il a créé une culture capable de se maintenir toute seule. Une culture qui refuse la hiérarchie figée, qui encourage l'initiative et qui s'assure que l'entreprise sera toujours confiée à la personne qui a les épaules pour diriger et non à un héritier. Son influence reste visible tant que l'entreprise existe. Elle se voit dans l'idée que le risque n'est pas l'ennemi à éviter, mais l'étape obligatoire. Soichiro Honda a construit bien plus qu'une société. Il a construit une attitude.